Cette semaine, une émission très centrée sur l'environnement. Nous découvrirons le nouveau bateau révolutionnaire de Victorien et Russard. Et puis à La Rochelle, une association qui lutte contre le gaspillage. Aujourd'hui, dans Littoral, j'ai envie de vous emmener à la rencontre d'un homme qu'on dit gladiateur des mers, aventurier fou. En tout cas, c'est le seul navigateur à avoir traversé le Grand Nord sur un bateau à voile non habitable. On y va ? C'est ton jardin ici en fait. C'est la maison, ouais. On est bien là. On devrait vivre 365 jours par an ici. Il y a pire. Hein. Non, c'est le meilleur spot du monde ici. Toi qui as tout vu, tu trouves que c'est le meilleur spot du monde. Ah bah ouais, c'est mon havre de paix, ouais. Tes parents qui sont en Suisse et qui se disent un beau jour on va faire un tour du monde. Bah, c'est vrai que parfois je me pose la question d'où vient cette âme d'aventurier, mais je crois qu'il y a une grosse partie effectivement qui vient de mes parents, qui quand même étaient dans une vie très rangée en Suisse, boulanger, avec une entreprise qui tournait du feu de Dieu, voilà, un niveau de vie largement acceptable et tout. Et là, tout d'un coup, ils se disent non, on arrête notre vie de con, on bosse comme des tarés, on voit rien, on fait rien. Et puis là, ils lisent des bouquins sur Moitessier et ils se disent voilà, c'est ça la vie qu'on va offrir à C'est à nos incroyable enfants. ce qu'il a influencé comme gens, Bernard Moitessier. C'est fou. Ouais. Hein. Il y a plein de gens qui sont partis, c'est toujours ça revient. Moitessier, Ouais, son ouais, bouquin. bah, et- Malgré tout, il fallait avoir les couilles de se dire j'ai pas de bagages, j'ai pas de notion de voile, de mer et tout, et je viens faire un stage au Glénan, et puis bon, au bout, j'emmène mes enfants et on part faire le tour du monde, quoi. C'est vraiment la démerde, quoi. Ça, ils nous ont vraiment appris. Mon père, il m'a tout appris à l'âge de 10 ans, à savoir faire le point au sextant, à savoir pêcher, à savoir parler un peu le marquisien, à savoir vivre sur l'eau, barrer le bateau, faire les quarts de nuit. Évidemment, pour moi, ça semble presque... C'est ça ma vie, en fait. C'est ça la normalité pour moi, à ce moment-là. Et c'est quand je reviens à terre, finalement, à 12 ans, où là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je reviens à terre, là, je retourne à l'école, on me parle de Goldorak, des conneries de la télé et du monde de la civilisation moderne. Et là, je me dis, c'est pas possible, c'est pas ça mon monde, quoi. J'approche de la pointe nord de l'Alaska et je suis frigorifié. Bon Yvan, t'as quand même des choix de navigation qui sont pas communs. Déjà avec des tout petits bateaux, pas habitables, et puis à l'ancienne, quoi. Pas d'instruments, pas d'électronique. Pourquoi t'as fait ces choix-là ? Bah, je renie pas du tout la technologie parce que j'adore aussi naviguer sur des bateaux high-tech avec de la technologie et faire de la météo parce que c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça essentiel de me dire est-ce qu'on est capable de renaviguer à l'ancienne, c'est-à-dire deux coques, un mât, une voile, d'oublier son GPS, d'oublier l'assistance, d'oublier toute cette technologie en fait qui nous alimente et qui nous abreuve d'informations en permanence. Et voilà, juste se fier à son instinct, à ce qu'on voit devant, à regarder le ciel, le baromètre, sentir prendre ses sensations. Et voilà, c'est ce que je suis allé chercher quand je suis parti avec ce petit catamaran de 6 mètres, ce que j'avais appris finalement quand j'étais gamin avec mes parents. Alors tu choisis d'aller perdre dans les glaces là-haut entre l'Alaska et le Groenland dans le passage du Nord-Ouest. Et un beau jour ou une belle nuit, tu te retrouves nez à nez avec un gentil ours polaire. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là ? Bah, ce qui a été violent, c'est pas forcément de voir un ours polaire parce que je m'y attendais. Ce qui était violent, c'est de le voir en pleine nuit, en plein sommeil,
d'être réveillé par l'ours polaire et de le voir à ce moment-là sur mon bateau, quoi. Il était déjà les pattes avant posées sur le pont du bateau. Et là, la bête qui fait 3 mètres de haut et 500 kilos, donc plus lourd que mon bateau, elle est là à 3 mètres de moi. Donc c'est sûr que c'est hyper violent, quoi. Et puis les minutes ont passé, là, j'étais comme un couillon à le viser. Et puis au bout d'un moment, heureusement, il s'est retiré, il est parti en arrière et voilà, il a repris son chemin. Puis là, pour retrouver le sommeil derrière, c'était un peu compliqué. Ouais. Pourquoi il est reparti, d'après toi? Bon, je pense qu'il avait l'air bien grassouillé, que j'étais plutôt sur la fin de saison en septembre. En général, il mange bien de avril à juillet. Voilà, et je pense qu'il avait déjà mangé ses 2-3 phoques et qu'il n'avait plus besoin de moi. Qu'il n'avait pas envie de se croquer un bourgnon, en fait. Non. En plus. C'est clair. Quand tu étais petit, ou ado, ou jeune adulte, tu te voyais dans un endroit comme ça pour te poser, où tu étais tout fou et... Bah moi, je suis un peu un gars à part parce que j'ai été sans domicile pendant 7-8 ans. Donc voilà, j'ai pas eu forcément des maisons tout le temps où je vivais dans des bateaux, des machins. J'étais un peu un brigand là-dessus, mais... Comment tu te vois vis-à-vis du sérail, entre guillemets, des autres skippers Oh bah, ils me prennent pour un barjot, je sais bien, mais voilà. Putain, mais les conditions de merde que j'ai, quoi. Il n'y a pas de vent, il y a des glaçons, il y a la nuit, quoi. C'est toujours le stress et j'en ai plein marre, quoi. Putain, je suis tout le temps tendu, tout le temps, quoi. Il n'y a pas une minute de répit, j'en ai marre, nom de Dieu. Pourquoi le passage du Nord-Ouest, alors? Bah, parce qu'en fait, c'est une des dernières voies maritimes qui a été ouverte. En 1905, on ne savait même pas que ça existait, alors que le monde a été découvert au XVe et au XVIe siècle. Donc là, l'idée d'aller essayer d'être le premier à passer à la voile en solitaire ce passage, alors que c'est rempli de glace et d'obstacles, bon, c'était un sacré challenge. C'était un sacré, oui, t'as raison. Ouais. Et t'as réussi. Ouais. C'était une véritable épopée, quoi. Même moi, tu dis que tu t'attendais pas à ces conditions, mais effectivement, nous, à la maison... c'est encore pas la même histoire parce qu'on est absolument impuissant quoi qu'il lui arrive. Les secours ont mis plusieurs jours à le rejoindre, donc bien sûr, c'était très dur. On n'y retournera pas en tout cas. C'est ça, c'est fait. Clac. Ouais. Tu coches, quoi. Yvan a sillonné les mers du monde avec à chaque fois un constat effarant. Le plastique et les déchets s'imposent partout dans le paysage maritime. En coup de poing, il a mis en parallèle son défi personnel à un défi planétaire en imaginant Manta, un bateau capable de nettoyer les océans. Donc Yvan, Manta, c'est quoi? C'est fait pour quoi? C'est quoi l'idée du projet, l'objectif? L'objectif est très simple, c'est de réussir à mettre à l'eau le premier voilier hauturier qui va être capable de ramasser les déchets plastiques en mer de manière autonome et en grande quantité. Donc pour ça, effectivement, on part d'une page blanche, essayer de concevoir ce grand quadrimaran, qui sera le plus grand multicoque au monde, et essayer d'avoir un objectif de stocker et de ramasser pendant des périodes de 2 semaines jusqu'à 600 mètres cubes de plastique à bord. Si on veut aller chercher des déchets en mer, il faut être très très large, il faut ratisser large. Donc c'est l'idée d'Yvan à la base qui était de dire pourquoi on ne ferait pas un double trimaran en fait. C'est-à-dire, on coupe le trimaran avant sa 3e coque et on fait un miroir. Et ça fait 4 coques. Sacré projet en tout cas. T'as bien pensé ton truc quand même. Alors Yvan, si je te dis Enza New Zealand, Sir Peter Blake, ça te cause ça? Ah ouais, un bateau historique quoi. Ouais. Et marin historique aussi. Ouais. Et après son décès complètement tragique, en fait le bateau il est passé de main en main. Et finalement, c'est un skipper malouin que tu connais, Victorien Irussard, qui l'a récupéré pour monter un projet un peu fou de bateau autonome en énergie, sans empreinte carbone. Et avec son petit bijou flottant, là, il vient de partir pour un tour du monde de 6 ans. Dis, monsieur, dessine-moi un bateau qui traverse les océans sans essence, sans mât, seulement grâce au vent, au soleil ou à la mer.
Un bateau qui ne laisserait pas de traces et avec lequel je pourrais faire le tour de la planète. C'est déconcertant, on n'entend rien une fois que c'est démarré. C'est parti pour un tour du monde pendant 6 ans. Durant 6 mois, Energy Observer est allé de port en port le long des façades atlantiques et méditerranéennes, colporter une nouvelle. La révolution écologique est en marche. Le premier navire au monde, autonome en énergie, vient de boucler une première étape dans son tour du monde. Une petite pause, avant un nouveau départ. Retour sur la genèse de cette odyssée. À Saint-Malo, ce ne sont pas les marins qui causent, mais les murs. Ils racontent des histoires d'océans en colère, évoquent les récits de coureurs de haute mer, de bouffeurs de mille ou de régatis à tout vent. Victorien et Russard est de cela. Dis donc, ça commence à dater là, ça commence à jaunir ces photos. C'était il y a plus de 10 ans maintenant, presque 11 ans. Là. Waouh. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces images là. Ben c'était ma première route du Rhum en 2006. Et c'est fantastique parce que c'était mon premier challenge périlleux, on va dire. Je pense jamais passer une nuit en mer en solitaire quand je me suis lancé. Et puis ça s'est super bien passé parce que j'avais promis un podium avant de partir, c'est ce qui s'est passé. Et bon, c'était que de la joie, que du bonheur. Ah, c'est sympa de revoir ça. À 37 ans, le Malouin a largué les amarres bon nombre de fois. Des départs de course, de vie et d'aventure. Bah, je suis un navigateur, hein. J'ai un peu tout fait. C'est vrai que je suis très polyvalent. J'ai fait marine marchande, j'ai même fait la pêche, j'ai fait voile légère, course au large. Et puis maintenant, on va plutôt être en mode explorateur du futur. Donc c'est une nouvelle aventure qui commence. Je pense que toutes ces expériences, justement, m'ont apporté les atouts nécessaires pour réaliser cette odyssée. Saint-Malo, c'est une ville pleine d'histoire. Hein. Il y a eu beaucoup de découvreurs, beaucoup d'explorateurs. Donc ça marque hein, quand tu es né à Saint-Malo, quand tu as grandi à Saint-Malo. Je pense que ça m'a un petit peu influencé quand même. Tenace, Victorien s'est engagé pour dessiner le monde de demain en prenant exemple sur la nature. Transformer, apprivoiser l'eau, l'air et le soleil pour proposer de nouveaux paradigmes. C'était un rêve, il est en passe de se réaliser. C'est un matin d'avril. 5 ans auparavant, Victorien et Russard a eu une idée. Recycler un navire d'hier pour mixer les énergies de demain. Des années de gestation durant lesquelles il a su s'entourer. Jérôme Delafosse, un explorateur reconnu comme coéquipier. Nicolas Hulot, un parrain célèbre pour son engagement. J'ai bien connu. Là, ce bateau, il peut aller en Antarctique, il n'émettra pas une tonne de CO2. Voilà. Donc c'est un impact positif. Et donc oui, j'aurais rêvé d'avoir un tel outil quand je faisais Ushuaïa. Bon, ça y est, il est à l'eau, ça fait 4 ans et demi. Ce 14 avril accouche donc d'un projet porteur d'espoir pour les générations futures. Et c'est même une double naissance pour Victorien. Cette nuit, j'ai passé un moment un peu compliqué. Hein. On s'est dit, mais non, c'est pas possible, ça va pas arriver. Ma femme était enceinte depuis 9 mois, enfin 8 mois et 20 jours. Et il a fallu que ça arrive en même temps. Et la synchronisation, c'est juste incroyable parce qu'il a voulu naître en même temps que cette mise à l'eau du bateau. C'est quand même symbolique tout ça. C'est incroyable. La vie qui est arrivée vraiment quand les flotteurs étaient à ça de l'eau. Donc on est heureux de pouvoir le partager. C'est une nécessité, cette révolution énergétique. Et ouais, je pense que quand on est marin, on est hyper sensibilisé, je pense. Moi, maintenant, toute mon énergie, j'ai envie de la porter sur un projet concret qui puisse
servir et avoir un intérêt général. Je sais pas, mais voilà, il y a des hasards de la vie, la naissance de Georges, la mise à l'eau de ce bateau, donc ça donne envie vraiment de se battre pour leur laisser un monde meilleur, quoi. Les éoliennes sont posées, les 120 mètres carrés de panneaux solaires également. Energy Observer a été pensé comme un navire électrique propulsé par les énergies renouvelables et l'hydrogène. Il est le premier bateau à combiner autant de solutions vertes. La technologie de ce bateau, c'est celle qu'on pourrait voir sur un bâtiment. Il y a du solaire, de l'éolien et il y a une capacité de stockage batterie ou hydrogène. Donc voilà, la seule différence, c'est qu'on aura un cerf-volant intelligent pour nous aider à contribuer à cette mixité énergétique pour nous rendre autonomes. À l'intérieur des flotteurs, pas d'huile ou d'odeur de gasoil, mais une salle des machines dernière génération. Hop là. Bon là on a une belle pièce, hein. C'est la pile à combustible. Donc elle permet de transformer l'hydrogène en électricité et en chaleur. En fait l'hydrogène il est produit à partir de l'eau de mer. Donc on a un désalinisateur, on a un électrolyseur, ensuite on a un compresseur, ensuite on a notre réservoir à hydrogène. Et de ce réservoir à hydrogène, après il y a transformation via cette pile à combustible en électricité. C'est vous qui installez la cuisine là? Oui. Chouette hein? Ouais. Ah, c'est chouette hein? Ouais, c'est bien. Ça a de la gueule hein. On avait un doute parce que on a optimisé toutes les surfaces solaires sur le pont de la nacelle centrale. Donc on pensait que le bateau allait être très sombre. Et au final, le CEA nous a fait une verrière solaire. Donc on a des cellules solaires, mais on a un petit peu plus d'espace. Du coup, il y a plus de lumière que sur des panneaux normaux. Et du coup, on est surpris parce qu'il y a une luminosité quand même assez importante à l'intérieur. Le bateau est assez clair. Le départ du tour du monde approche. Des dernières technologies aux plus insignifiantes, on se presse pour régler les détails. Le laboratoire flottant va bientôt pouvoir s'exposer aux quatre coins de la planète. Energy Observer, c'est un démonstrateur de ce que pourrait être le monde énergétique de demain. Nous, ce que l'on souhaite, c'est montrer aux gens qu'il est possible de trouver un nouveau mode énergétique, un mode sans émissions de gaz à effet de serre et sans émissions de pollution de particules fines. J'en ai pas fait depuis 4 ans, j'ai dû essayer 4-5 fois le kite, j'ai jamais trop accroché. Maintenant avec Energy Observer et l'aile de traction qu'on va avoir, c'est intéressant que je reprenne un peu goût. En fait, c'est vraiment le truc qu'il faut vérifier, tu vois, parce que quand tu es au large et que tu as une ligne qui se barre, tu es vraiment en galère là. Ouais, il est bon Nicolas, ça fait plusieurs années qu'il en fait, lui il est complètement accro. Donc voilà, je lui ai donné des petits cours de kata de sport, là il va me donner des petits cours de kite. Non, t'as pas besoin de soulever, tu passes par l'extérieur. Non, ouais, tu peux commencer par celle-là si tu veux. Voilà. Ça c'est l'intérieur. Ouais. Les chemins de Victorien et Nicolas se croisent souvent depuis une dizaine d'années. Alors, après le costume de parrain d'Energy Observer, Nicolas Hulot endosse celui de professeur. Moi j'aime les gens qui font des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Voilà. Et c'est ce que j'aime chez Victorien, il la ramène pas et puis il va au bout de ses idées. Parce que alors, des gens qui viennent me voir avec des projets dont je ne vois jamais le premier aboutissement, j'en vois plein. Lui il vient, bon vous dites ouh la vache, c'est pas gagné, puis en fait vous le revoyez 6 mois après, il a déjà fait la moitié du chemin. Non mais là on est à la fourchette frustrante parce que tu sens que tu peux naviguer
À la limite, si le vent venait de terre, tu fais un downwind, tu peux partir à 16 ans. Mais là, tu galères dans les mouillages, etc. Toi, comment tu vas faire pour l'établir ta voile sur l'Energy Observer? En fait, il y a... Elle va être stockée, j'ai vu où elle était stockée, donc, mais elle va être stockée comment? Alors, parce que pour moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment elle va s'établir, comment les lignes elles vont se dérouler sans s'en mêler. J'ai hâte de voir moi aussi. Bon, écoute, de toute façon, Energy Observer, c'est un bateau laboratoire. Hein. L'idée, c'est de tester un maximum d'innovation. La nature, en réalité, quand on la regarde bien, quand on l'observe bien, elle nous donne des enseignements et surtout, elle nous met tout à disposition à partir du moment où on sait s'en servir et on n'utilise pas la nature comme une vulgaire marchandise. Voilà. Donc le modèle, il va complètement changer. C'est-à-dire qu'à terme, vous, moi, n'importe quelle maison, appartement, quartier va produire sa propre énergie. On va devenir nos producteurs d'énergie. Donc évidemment, vous comprenez qu'il y en a qui font grise mine, quoi. On poirote un peu. Ouais. On attend un peu, hein. Ouais. Au début de l'été, Energy Observer quitte Saint-Malo, son port d'attache. Dans sa vie de marin, c'est peut-être la première fois que Victorien embarque femme et enfants pour l'accompagner dans son voyage. Une petite révolution, comme celle qu'il entend mener autour du monde. Ça fait quand même à peu près 5 ans que je rêve de ce moment. Il fait beau, c'est le début de l'été, le bateau marche bien, manœuvre bien, il pollue pas. C'est un rêve et on sent vraiment le départ du tour du monde. Et quand on dit 101 escales, bah ça y est, c'est la première, il en reste plus que 100 à faire après Paris. Une longue route qui devrait mener cette calypso des temps modernes sur tous les continents, sur toutes les mers du globe pendant 6 ans, histoire de toucher la conscience collective sans laisser de traces. Et nous allons rester dans ce domaine de la protection de l'environnement maritime avec la deuxième personne que je vais vous faire découvrir. David a fondé l'association Ecomer à La Rochelle et il a mis en place plein de bonnes idées pour lutter contre le gaspillage. Voilà, bienvenue dans la caverne d'Ali Ecomer. Voilà. On a vraiment tout type de voile. Il y a des bateaux de course, il y a des bateaux de croisière, il y a des vieux gréements. Les plaisanciers nous les donnent, les coureurs nous les donnent aussi, les écoles de voile. Tout ça, ça va terminer en... Ben ça va terminer en sac, en porte-monnaie, en éléments de valorisation, tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que notre esprit créatif peut imaginer. Et l'imagination, David n'en manque pas. Dans son atelier à La Rochelle, rien ne se perd, tout se récupère, se recycle, et son association Ecomer fait totalement partie du paysage local. Elle est belle, hein ? Depuis 2001, David a répondu à l'appel de la mer. Après avoir facilité la récupération des piles sur le port de plaisance de La Rochelle, redonné vie aux voiles, transformé les poches d'huîtres en paniers, le voilà qui sort le slogan « Donnez une seconde vie à votre deuxième peau », histoire de s'attaquer au recyclage des combinaisons de plongée. Donc on a mis en place un certain nombre de points de collecte. On a appelé ce projet « Donner une seconde vie à votre deuxième peau ». Il y a des clubs de voile dont sur l'île de Léron, sur l'île de Ré, de clubs de surf, qui nous donnent leurs combinaisons. On a été contacté par la SNSM
qui souhaite se séparer ou renouveler son stock de combinaisons, du coup on s'aperçoit qu'il y a un gisement qui est assez important. Vous vous souvenez de notre petite combinaison néoprène? Hein? Vous allez faire de la voile, vous avez une petite combinaison pour vous protéger, et bien à la fin c'est un déchet, parce que soit c'est trop grand, soit ici elle peut être déchirée, soit c'est trop petit, soit c'est... Eh bien, après nous on a décidé de faire un tout petit tapis de souris, pour utiliser sur nos souris pour nos ordinateurs. Voilà. Et David a une belle devise pour l'association Ecomer, c'est « Citoyen de la Terre, écoute ta mère ». Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, sur Internet et sur nos pages sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc c'est bien. À bientôt dans Littoral.